avoir 1 heure pour justement évoquer ce sujet de l'impact des IA génératives sur les métiers, et en particulier avec un focus sur le métier de développeur, et avec cette question un peu provocatrice de est-ce que l'IA va remplacer le métier de développeur. Dans le monde de la tech, et là c'est un panel tech, on est habitué au changement, on est habitué à la notion d'apprentissage continu, d'être en veille, de devoir bouger vite, mais là ça va vite, là ça va très très vite, et donc c'est intéressant de pouvoir croiser les regards. Donc ce que je vais vous proposer, c'est de commencer par un tour de table sur, pour vous, qu'est-ce que ça vous évoque cette thématique de l'IA qui pourrait remplacer les développeurs ou pas, et l'impact sur les métiers dans votre quotidien et dans votre quotidien professionnel. Et on va commencer par vous, Pierre Lagarde, si vous voulez bien. Alors, on va faire simple pour démarrer la discussion. En tout cas, côté Microsoft et pour l'historique, moi en tant que développeur, je vois vraiment 2 aspects des IA génératifs qui va venir impacter le métier du développeur. Le premier, c'est évidemment son travail au jour le jour. C'est comment il va être augmenté, comment il va faire des choses plus vite, des choses différemment. On va y revenir tout à l'heure dessus. Donc ça, c'est le premier aspect. C'est son travail qui va changer, sa façon de travailler qui va changer. Souvent, je la compare à... Avant, les développeurs, ils faisaient de l'assembleur. Après, il y a du langage de plus haut niveau. Maintenant, il y a un langage un peu de plus haut niveau, puisqu'on va pouvoir presque programmer en langage naturel pour avoir du code. Donc ça, c'est le premier aspect. Et il y a un deuxième aspect qui est, je trouve, aussi intéressant pour le développeur, c'est comment je vais intégrer ces IA génératives au sein de mes applications. Et ça, c'est une transformation, je trouve, qui est majeure. C'est une façon de coder qui va être très différente. On avait l'habitude d'avoir des algorithmes qui répondent exactement à ce qu'on leur demande de faire. Aujourd'hui, quand j'appelle une IA générative, le développeur, il ne sait pas forcément ce que va répondre l'IA générative, et ne serait-ce que la qualité de la réponse, la véracité de la réponse, c'est des choses qui vont devoir transformer complètement la façon de concevoir une application. Et je trouve que ces 2 aspects, c'est des 2 aspects qui sont assez différents, mais qui vont transformer finalement le métier du développeur. Voilà. Merci. Jean-Paul Muller ? Oui, alors, moi je suis pas, je ne pense pas au remplacement. Effectivement, je peux que être d'accord sur le fait que ça va changer pas mal de choses au niveau des développeurs, et ça va être un vrai sujet. Il va y avoir des changements différents en fonction des personas, entre guillemets, des développeurs, plutôt au niveau, avec la seniorité. En fait, un développeur qui est aujourd'hui expert et un développeur qui est aujourd'hui junior ne va pas du tout, l'impact ne sera pas du tout le même sur son quotidien. Ce qui est certain, et là il peut y avoir des débats d'experts, après on est aligné entre confrères déjà. Moi, on pense, nous, alors pour le coup OnePoint, on est impacté comme sur Prasteria, parce que c'est une bonne partie de notre activité est liée à l'implémentation, donc l'usage, donc on a des développeurs. On constate, donc c'est pas que on pense, on constate que les experts sont immensément plus compétents, rapides, efficaces que les juniors avec ce genre d'outils. Moi je le compare avec en fait l'outillage au sens large du terme. C'est-à-dire qu'on passe par exemple d'un charpentier qui a juste une petite hache, voilà, à un atelier entier avec des scies à ruban, etc. C'est exactement la même chose. Donc celui qui sait bien faire une charpente, il va être immensément plus rapide et plus efficace, et il va produire des choses de bonne qualité avec son savoir-faire, parce qu'il sait où il va, il sait ce qu'il faut faire, et il a des outils qui vont lui faire gagner beaucoup de temps, et d'ailleurs gagner en qualité. D'ailleurs je crois, moi, pour rebondir sur ce sujet-là, que c'est pas tellement le gain de temps qui va être l'objectif de ces IA génératives. D'ailleurs, c'est super de dire, on entend beaucoup parler, l'IA générative permet de gagner 40% de productivité aux développeurs. Déjà, j'aimerais bien savoir et mettre les gens sur le code, ceux qui disent ça, qui descendent un peu sur le terrain, ça ferait pas mal de bien. Voilà, petite balle perdue. Par ailleurs, c'est super de se dire, en fait, le jeudi après-midi ou le jeudi midi, tout le monde aura fini de travailler par rapport à ce qu'il avait prévu. C'est que si on est dans cette dynamique-là, il faut gérer le gain de temps. Peut-être c'est bien de gagner du temps, mais il faut gérer ce gain de temps. Moi, je pense plutôt qu'il faut se focaliser sur la qualité. Et c'est un outil, enfin c'est des outils qui sont incroyables. Enfin, c'est un vrai momentum.
de peut-être revenir à quelque chose de normal, parce que c'est quand même assez bizarre, vous me l'accorderez. Le secteur de l'informatique, c'est le seul secteur pour qui c'est totalement normal de livrer des choses qui ne fonctionnent pas. Donc en fait, on a des process avec une recette, et donc on livre, et donc le métier, nos clients, etc., ils se disent ok, on va tester, ça ne marchera pas, hein, bon, ok, mais on le sait. Hein. Donc il y a toute une période comme ça de recettes, puis après il y a de la garantie, parce que même on n'est pas sûr que ça va continuer. Voilà, et il y a même des bugs bloquants, c'est assez inconcevable. Imaginez, vous allez chez Darty en bas, là, vous achetez un grille-pain, il faut le recetter. Non, ça n'existe pas. Mais donc moi je pense vraiment, et ce sera ma conclusion sur cette partie-là, c'est utilisons ces outils-là pour produire enfin de la qualité, pour réduire. Donc on va réduire le coût. Et on va réduire notre coût, pas tellement en étant immensément plus efficace. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que quand on fait du code, on ne fait pas que l'IA générative ne sert pas que à générer du code. Il y a plein d'autres étapes. La documentation, les tests, etc. Donc on va être plus efficace sur tout, pas forcément sur la génération, donc pas forcément gagner du temps, mais surtout éviter de perdre du temps en recette. C'est ma conviction. Merci beaucoup. On va revenir là-dessus et on va zoomer sur la partie justement productivité et qualité. Je passe la parole à Arnaud Rennes. Alors, enfin, nous, on est secteur santé, donc le numérique, c'est pas notre core business. Après, c'est clair qu'on a les mêmes enjeux avec moins de développeurs. Après, nous, peut-être un éclairage un peu différent. Nous, on a beaucoup d'enjeux sur Bring Your AI et avec des médecins, des agents qui développent leurs propres trucs sur ChatGPT, etc. Avec pareil, des gens qui n'ont jamais codé, qui vont commencer à développer des codes comme ça avec les mêmes problèmes de qualité. Donc nous, le sujet qu'on a beaucoup, c'est comment en fait on réussit à administrer entre guillemets ces initiatives en laissant de la marge de manœuvre, un bac à sable pour que les gens puissent tester, pour que nous aussi on puisse faire tout l'apprentissage de tous les cas d'usage qui peuvent se faire, et on en a évidemment l'immense majorité qu'on n'imagine pas, donc c'est important qu'on laisse cet espace-là, cette marge de manœuvre. Et après, par contre, nous, l'enjeu qui se pose, c'est comment est-ce qu'on va intégrer ça proprement, effectivement gérer le problème de qualité, parce que derrière, on a de la santé qui est quand même, on produit du soin, et donc il faut qu'on soit sûr que quand on va questionner la gestion documentaire pour avoir le protocole sur qu'est-ce qu'on fait dans telle situation, que en fait, on n'ait pas une hallucination avec un protocole qui n'existe pas, et puis la génération d'un truc qui ne marche pas du tout en termes de santé. Donc ça, nous, on a ce sujet d'accuracy, donc je rejoins à fond Jean-Paul sur le sujet de, à la fin, il faut qu'on check bien la qualité, quoi. Donc nous, c'est exactement les mêmes enjeux qui viennent d'être développés, avec cet enjeu-là de gérer un peu toute l'initiative qui va apporter toute la richesse et qui va, pareil, révolutionner tous nos métiers. Merci beaucoup, Pierre Rossato. Oui, alors moi je vais parler de deux choses. La première, tu nous as posé la question, est-ce qu'on est inquiet pour notre métier? Donc moi aujourd'hui, j'utilise pratiquement quotidiennement ces outils d'IA générative. Je pense qu'il y a quelques mois, j'étais inquiet, un peu comme tout le monde. Même si je suis développeur, même si j'utilise ça régulièrement, j'ai eu cette inquiétude parce que je pense on a vécu un changement brutal, même si les IA c'est pas nouveau. On a vécu un changement brutal et majeur avec des innovations incroyables et un potentiel très difficile à imaginer, parce que vraiment le potentiel est énorme et très vaste. Et en fait, aujourd'hui, plus on utilise, c'est comme tout, plus on utilise, plus on se rend compte de ce que c'est capable de faire, de ce que c'est pas capable de faire, et de plus en plus on est rassuré parce qu'on maîtrise un petit peu mieux les tenants et les aboutissants de ce genre de technologie. Donc il n'empêche qu'aujourd'hui cette inquiétude elle existe, elle peut encore exister dans les équipes, mais voilà, plus ça va aller, je pense, plus on va être rassuré, et je pense que tout le monde doit s'intéresser à ces sujets pour comprendre ce que ça peut faire, ce que ça ne peut pas faire. L'autre sujet auquel je pense, c'est que je suis aussi chez Sopra Steria un des leaders du software craftsmanship, donc je m'intéresse beaucoup au sujet de développement de haute qualité avec des pratiques avancées, voilà. Et aujourd'hui, on est très vigilant, effectivement, en interne sur ce que ça va produire, effectivement, dans nos développements, dans nos réalisations, sur la qualité qui est produite, effectivement, qui est un sujet extrêmement important. Donc, on aura peut-être l'occasion d'en reparler un petit peu après. Mélanie. Oui, bonjour tout le monde. Donc moi, je vais plutôt parler de cette question-là en remontant au niveau du métier de développeur web. Je pense que la première question à se poser, c'est qu'est-ce que c'est ce métier ? Au sens, là, je ne parle pas d'une fiche de poste, je ne parle pas d'une segmentation justement du métier, mais bien dans sa globalité, quelles sont les activités professionnelles attendues d'un développeur web mobile ?
Cette définition-là, c'est pas nous qui la choisissons, enfin on a tenté de définir d'autres métiers, mais en tout cas celui-là, c'est le ministère du Travail qui aujourd'hui le pose. Et donc si je vous lis juste les 5-6 premières lignes finalement des activités professionnelles du métier, et ben on voit que le développeur web mobile, il travaille dans le respect de la réglementation, des procédures qualité de l'entreprise, du dossier de conception, que le développeur web mobile, il tient compte de l'expérience utilisateur, qu'il dialogue avec le client dans le cadre de réunions de présentation, il communique oralement par écrit en français et en anglais avec différents interlocuteurs. Donc oui, on peut dire, oui, mais peut-être qu'on aura des IA génératives en interopérabilité avec des synthèses vocales qui pourront participer aux réunions. Bon, là, on aura, je pense, d'autres problématiques à gérer que la disparition du métier de développeur web. Mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est qu'être développeur aujourd'hui, c'est encore être un artisan du web avec un périmètre d'activité professionnelle qui sont bien autres aussi que coder. Et donc, forcément, aujourd'hui, là, on parle de l'impact des IA génératives dans, en tout cas, on a vu la génération du code, pas que, effectivement, l'amélioration de la qualité, du testing, l'intégration d'API même, etc. Mais le métier de développeur web, aujourd'hui, c'est pas encore que ça. On va peut-être aller vers des segmentations, des fiches de poste qui vont être plus segmentées. Mais si je forme un développeur web mobile aujourd'hui sur l'entièreté du métier, eh bien, il ne fait pas que coder. Donc voilà, la disparition du métier, on n'y est pas. Et puis, alors, l'impact, il est réel. Hein, je ne dis pas, le geste professionnel va être modifié parce qu'un nouvel outil arrive. Il faut former nos développeurs web et web mobile à savoir utiliser cet outil. On va voir ce que ça implique. Mais le périmètre d'activité, il est quand même beaucoup plus large encore aujourd'hui que uniquement la génération de code. Merci. On se doutait que la question était posée de manière très simple, mais que c'était un petit peu plus complexe comme réalité derrière. Donc on va essayer de zoomer maintenant sur la partie qualité, on l'a un petit peu évoqué. Et par exemple, là en février dernier, il y a Meta qui a publié un papier qui s'inscrit dans cette mouvance, cette discipline du LLM Software Engineering, et en particulier sur la partie test, où ils disent que, d'après leur papier, ils ont réussi à gagner 25% de couverture de test en utilisant les IA génératives. Et donc là, la question qui me vient, c'est comment ces nouvelles pratiques qui impactent le métier de développeur, d'utiliser les IA génératives pour soit produire du code, soit assurer une couverture de test, permettent de gagner effectivement en productivité, en qualité, par rapport à des pratiques qui sont, on l'a évoqué, l'artisanat logiciel, le craft, où là on est beaucoup plus dans la maîtrise du code produit. Et donc comment on gère ce paradoxe-là, comment on gère l'effet rebond d'un développeur qui va pouvoir utiliser des IA génératives pour produire du code, mais c'est du code qui n'a pas écrit, donc quel impact sur les enjeux de dette technique, de refactoring derrière. Donc là-dessus, j'aurais bien aimé avoir votre réaction, Pierre Rossato. Alors effectivement, donc c'est un sujet qui nous préoccupe pas mal. Moi, je suis très opérationnel encore aujourd'hui. Du coup, je vais jouer le rôle à fond. Je vais vous parler de ce qu'on fait aujourd'hui. Encore hier, en fait, j'étais à un échange de Rex sur l'utilisation d'IA générative dans le cadre du TDD. Je ne vais pas rentrer dans ce que c'est le TDD, mais rapidement, c'est une méthode de développement, d'accord. Et donc, du coup, c'est une méthode de développement quand même assez haut niveau. C'est pas n'importe qui le maîtrise, et c'est quand on va vraiment essayer de réaliser des choses de qualité qu'on rentre dans ce genre de situation, de préoccupation. Et donc du coup, le Rex était à peu près le suivant, c'est que il y a 3 phases en gros dans le TDD, une partie qui est plus orientée testing, une autre plus on développe rapidement un bout de code qui fonctionne, et ensuite on refactor pour améliorer la solution, l'optimiser, la rendre plus compréhensible, etc. Donc l'idée c'était de voir comment l'IA générative nous aide dans ces 3 phases-là. Et pour faire une synthèse à peu près assez rapide, sur la partie test, c'est compliqué, parce que la partie test, c'est pas du coding, c'est pas juste écrire du texte et du code, mais c'est beaucoup de compréhension de la problématique, du besoin, c'est beaucoup d'expression, de restitution de ce qu'on veut faire, donc c'est beaucoup de conception en fait. C'est aussi la partie où en fait on va commencer à designer, à réaliser, à définir comment est-ce qu'on va produire en fait notre algorithme, notre code. Donc c'est pas hyper efficace aujourd'hui dans cette phase-là. Ensuite on a la phase de code où on a un petit bout de code qui marche très vite. Bah là pour le coup c'est plus efficace parce que du coup aujourd'hui ça marche très bien.
sur des petits bouts de code, sur des contextes relativement simples, dans les outils, encore une fois, qu'on utilise aujourd'hui. Donc là, c'est déjà plus intéressant. Après, on se rend compte de certaines difficultés, c'est-à-dire que on va demander quelque chose, on va avoir une première génération de code qui est produite. Ça fonctionne. Par contre, on va détecter des défauts, forcément. Alors, si on a un peu d'expérience et de recul, on va détecter ces défauts. Et du coup, on va essayer de faire une deuxième génération pour... donc là, en fait, je vais passer dans la phase de refactoring pour optimiser ou corriger des choses. Et là, ce dont on se rend compte un petit peu aujourd'hui, c'est que c'est bien capable de nous générer suivant une approche et un besoin. Par contre, c'est difficile d'empiler et d'ajouter en fait systématiquement les différentes notions. C'est-à-dire qu'on va avoir une première génération qui répond très bien à notre première demande. On détecte une erreur, on va demander de la prendre en compte. Et bien en fait, on va peut-être perdre autre chose entre-temps. D'accord ? Donc ça, aujourd'hui, très concrètement, on est un peu sur ces problématiques-là. Donc, ce que j'essaye de dire, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, c'est des outils intéressants, ça fonctionne bien, mais donc, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, moi, à une époque, j'étais vraiment dans la crainte. Aujourd'hui, on est plus en maîtrise du sujet, et moi, à titre personnel, je vois ça comme un très bon outil, mais un outil supplémentaire qu'on ajoute à nos arcs, et qui va nous permettre de faire d'autres choses. Je parle de développement logiciel, je parle vraiment de cet aspect-là. Et donc c'est puissant, mais ça fait pas non plus, ça va pas nous remplacer, quoi. Donc ça c'est le premier élément. Et ensuite deuxième élément, un petit peu sur la gestion, sur la qualité, sur la qualité de ce qui est produit. Par exemple, l'idée de générer beaucoup de tests, c'est très bien, c'est des beaux chiffres, on génère beaucoup de tests, on va générer beaucoup de code. Bon, une des problématiques très importantes qu'on a aujourd'hui, c'est très bien, si on met plein de juniors avec des IA et qui nous génèrent du code, ils vont générer de plus en plus de volume, de moins en moins de bonne qualité, si on ne met pas l'effort dans le contrôle de qualité. Et on sait déjà aujourd'hui ce que c'est un projet qui a beaucoup de code complexe avec beaucoup de dettes techniques. En fait, c'est un projet qui va soit ne plus évoluer, ne plus bouger, et donc finalement, in fine, mourir. Parce que souvent, les projets et les logiciels évoluent avec le temps. Les métiers évoluent, donc les logiciels évoluent en même temps. Et si vous produisez très rapidement un logiciel très complexe, eh bien vous allez le payer très cher en maintenance. Et donc du coup, ça peut vraiment détruire en fait votre projet sur le long terme. Et donc voilà, nous on essaye de se projeter là-dedans. Et effectivement, on est très vigilant et on met toujours l'alerte sur la qualité et sur ce qui est produit, le contrôle, puisque aujourd'hui, voilà, il faut contrôler. Merci. Oui, l'idée c'est d'éviter le code spaghetti augmenté par intelligence artificielle. C'est pas l'idée. Une réaction peut-être, Jean-Claude ? Ouais. Alors je suis entièrement d'accord déjà. Je rebondis sur deux points. Si on met à disposition aux juniors, etc., on va produire potentiellement du code qui ne sera pas challenger, parce que effectivement c'est l'expérience qui permet de challenger la qualité, et je rejoins aussi ce que tu disais, c'est que qui va être capable de challenger le résultat d'un LLM dans un cadre autre que du dev, mais du retrieval, c'est-à-dire de la récupération de questions, j'ai besoin d'une réponse. Et d'ailleurs ça pose un problème, parce que la plupart des projets qu'on a aujourd'hui maintenant, qui sont dits métiers, donc là on quitte le sujet du code, c'est que nous-mêmes, en tant qu'intégrateurs, on n'est plus capable de recéter fonctionnellement les applications qu'on teste. Parce qu'en fait, si je fais quelque chose pour toi, pour le CHU, je ne suis pas médecin, donc je vais mettre toute l'infrastructure. On est certain, c'est plus la peine de faire de POC, ça marche super bien. Les géants du numérique ont fait les choses super bien, donc ça marche bien, c'est sûr, la chaîne technique, elle va être recétée immédiatement. Mais par contre, quand on va poser la question, nous on est incapable de savoir si la réponse elle est bonne ou pas. Elle est suffisamment bonne, elle est suffisamment près de la vérité, et surtout si elle est exhaustive. Donc ça c'est un vrai problème. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les experts seuls sont capables de bien utiliser globalement, j'exagère en disant seul, mais globalement ces technologies-là. La grande question, c'est qu'est-ce qu'on fait des juniors ? Parce que de manière sous-jacente, il y a une sorte d'isolation en fait, lente qui est en train de se mettre en place des experts vis-à-vis de ces nouvelles technologies qui vont être, et là, chapeau Microsoft, parce que le terme copilote, c'est vraiment
le terme sémantique parfait, on va avoir tous des copilotes, avec des spécialités. Et donc, c'est des super outils qui sont de plus en plus intelligents. Et donc, comment on faisait autrefois quand on était un expert? On avait des juniors, on distribuait le travail, et donc on recevait le travail du junior, on était en mode j'aurais mieux fait de faire moi-même, ça aurait été plus vite, mais c'est la vie, c'est comme ça que le junior devenait expert. Et donc si on distribue de travail au junior, je force le trait, dans 5 ans on n'a plus d'experts. Voilà, donc il faut faire hyper attention à la manière dont on va utiliser, et le code c'est évident, c'est ne pas laisser les juniors sur la touche, parce qu'on voit que si on prend tous nos experts et qu'on leur met des copilotes comme ça autour d'eux, ils vont devenir super autonomes et super efficaces. Il faut bien repenser pour intégrer quand même les juniors dans une nouvelle manière de travailler, pour pouvoir maintenir ce flux et ne pas se générer une dette. Alors, c'est pas une dette technique, c'est une dette peut-être de compétences. Enfin, bon. Et c'est vrai, en projet... Alors ça, c'est particulièrement vrai sur le code, parce que nous, on y réfléchit tous les jours. Mais c'est vrai pour toutes les gammes de métiers. Il faut faire quand même super gaffe à ça. Et ça repose la question de dire, finalement, où est-ce qu'on met et comment on fait pour former des juniors à des choses qu'il faut qu'ils apprennent quand même à faire, alors qu'ils ne le feront plus demain de cette manière-là. Enfin, c'est ça le problème. Et pourtant, il faut qu'ils sachent comment ça marche, parce qu'il faut qu'ils projettent, il va falloir qu'ils sachent concevoir les choses et challenger les résultats de ces copilotes. Voilà. Merci. Pierre Lagarde, peut-être une réaction, et dans nos échanges aussi préparatoires, vous aviez évoqué par rapport à ces enjeux de productivité, de qualité, un triptyque vitesse, qualité, profondeur comme les indicateurs clés du métier de développeur de demain. Tout à fait. Et du coup, je vais démarrer avec une petite remarque sur un peu l'introduction qui a été dite sur la partie test. Aujourd'hui, ce qu'on remarque quand même, parce que vous l'avez écarté, et il y a quand même aujourd'hui, dans les équipes engineering, notamment celle de Microsoft dont je viens il y a quelques années, j'étais dans les équipes Windows, tout le processus de test, en fait, est... En tout cas, dans notre processus de développement chez Microsoft, ne doit pas être fait par le développeur. Pourquoi ? Parce que souvent, on a un biais automatique qui dit j'ai codé, du coup, je vais faire le test parce que je sais comment je l'ai codé. Et d'avoir une vue externe, alors que ça soit un autre développeur ou une IA, permet en fait de rajouter, donc ça sera ma réponse un peu sur la qualité, de donner une forme de place. Et parfois, on l'a vu, vous avez sans doute tous testé sur ChatGPT, tiens, je vais faire une conférence sur ce sujet-là. Je vais demander à ChatGPT qu'est-ce qu'il en pense. J'en avais 3 en tête. Tiens, il y a un 4e. Celui-là, je l'avais pas vu. Et effectivement, oui, c'est intéressant. Et du coup, on vient finalement, on va dire, rajouter à notre première, on va dire, pensée ou itération, quelque chose qui a été, cette fois-ci, pensé par l'IA. Donc, ça rejoint aussi un peu ce que tu viens de dire. C'est l'IA ne va pas remplacer sur cette partie-là, mais de potentiellement l'utiliser pour s'assurer qu'on a tout couvert. Je pense que c'est des choses qui aujourd'hui arrivent. Je pense que le papier de Meta était aussi dans ce sens-là. Et aujourd'hui, il se trouve que la génération de tests est quand même un métier du développeur qui est un peu, on va dire, c'est boring en anglais, mais un peu contraignant, c'est rébarbatif. C'est toujours la même chose. Et c'est vrai que s'aider de l'IA pour générer ces tests, c'est aussi quelque chose qui permet potentiellement d'aller chercher le développeur sur des autres sujets qui seront sans doute plus intéressants. Donc, ce sujet de test, je pense que c'est un sujet qui, aujourd'hui, qui marche plutôt bien quand même et qui peut accompagner dans la partie développement. Et après, dans les 3 triptyques, voilà, la partie évidemment vitesse, on en a tous parlé. Qualité, je viens d'en parler sur la partie test. Une notion de sécurité aussi qui est importante parce que souvent le développeur, il a plusieurs compétences. On l'a un petit peu évoqué tout à l'heure. Il y a des compétences qui sont des compétences en dehors du développement.
sur un développeur, aujourd'hui, on lui demande des compétences de rapidité, d'optimisation, de plus en plus évidemment de sécurité, qui n'est pas forcément son domaine de prédilection. Et donc du coup, dans une chaîne de développement, il faut avoir le développeur, et puis du coup après il y a une passe de sécurité. Et donc il y a aussi, je pense, une aide qui peut être amenée sur une compétence qu'un développeur n'a pas. Quand il a besoin de développer une partie, alors on a parlé de web, de mobile, où il n'est pas forcément compétent, là il va pouvoir être aidé pour dire, pour ce prototype-là, je n'ai pas besoin d'aller chercher une ressource, je veux juste la partie juste expérimentale. Et ça, c'est aussi quelque chose qui va aider le développeur dans son domaine d'expertise, qui n'est pas le sien, mais du coup, qui va pouvoir faire un peu le projet de bout en bout. Et après, la profondeur, mais alors là, du coup, je reviens à mon élément, mon deuxième élément, c'est, je pense que les applications vont complètement être modifiées de manière très profonde pour amener justement ce langage naturel aux utilisateurs finaux. Et donc vous l'avez encore une fois tous expérimenté, vous posez une question sur ChatGPT, aujourd'hui il vous répond. Demain, pour ceux qui l'ont expérimenté, le copilote dans des outils de collaboration type Word, Excel, PowerPoint ou Teams, c'est je suis en call en anglais, j'ai loupé les 10 premières minutes, je pose la question en français. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 10 minutes où je n'étais pas au début du call? J'ai la réponse en français. J'ai interagi de manière en langage naturel sur un applicatif qui, potentiellement, que je ne maîtrise pas. Donc, un Teams, un call, ça c'est facile. Un PowerPoint, Excel, on sait très bien qu'il y a des milliards de fonctionnalités dans Excel. Je ne sais pas utiliser, je fais toujours la même chose. Par contre, aujourd'hui, je vais avoir un copilote qui va m'aider dans ces fonctionnalités. Et ça, cette transformation applicative liée à différents métiers, là j'ai pris les exemples de la partie collaborative parce que vous l'avez tous en tête, mais dans les métiers de la santé, où à un personnel soignant, on lui dit t'oublies tous les menus, t'oublies toutes les zones qu'il faut remplir quand tu reçois un nouveau patient, tu vas juste dialoguer avec le patient et tout va se remplir de manière automatique. Ça change complètement finalement la façon de penser lui-même le logiciel. Et ça, c'est ce que j'appelle la modification en profondeur. C'est qu'en fait, on est en train de révolutionner presque l'informatique. On a eu la transformation avec les applications mobiles, avec le web, avec le cloud. Et aujourd'hui, l'IA va transformer ces applications. Donc là, c'est un sujet qui, certes, est lié au développeur parce que le développeur doit penser l'application différemment. Mais c'est ça, je pense, qui va arriver dans les prochains jours, mois, années. On a eu un débat avant de démarrer sur ce sujet. Merci. On parle de compétences, de pratiques, d'outils. Mélanie, je me tourne vers toi. Face à justement tous ces paramètres-là, comment en 2024 on forme des développeurs pour pas qu'ils soient obsolètes dans 3 mois ou 6 mois? Qu'est-ce qu'il faut intégrer dans la formation, dans la compétence, au-delà justement des effets de mode et des buzzwords, pour que nos développeurs puissent rester employables sur le long terme? Oui, je pense que la réponse, on la connaît tous. On intègre l'usage de cet outil. Alors après, je pense que ce qui est intéressant à détailler peut-être ici, c'est que, et notamment par rapport à ce que vous exprimiez tout à l'heure, de dire il faut quand même qu'on forme l'artisan à la base sur le geste. Alors, vous avez fait la comparaison avec la menuiserie, le charpentier, on peut aussi le faire avec le cuisinier. Il y a encore des formations où on apprend à des cuisiniers d'identifier la température du liquide en trempant le doigt dedans, et puis si je me brûle, c'est que c'est à 60 degrés ou plus, alors qu'on a des thermomètres. Là, carrément, on engage l'intégrité physique de la personne. Et pourtant, on continue à les former de cette façon-là. Donc finalement, on voit que, en tout cas, si on regarde l'histoire de l'évolution des métiers, ça s'est déjà produit dans plein d'autres corps de métiers, et le cuisinier n'a pas disparu pour autant. Il sait utiliser un thermomètre, mais il sait aussi qu'une autre façon de pouvoir... Donc nous, comment est-ce qu'on fait ça simplement? Déjà, l'outil, on l'utilise à 2 niveaux. On l'utilise bien sûr en tant qu'outil métier, donc au service de nos développeurs, de comment est-ce qu'en tant que développeur, je vais utiliser cet outil dans mon métier plus tard sur mon poste de travail. Mais on l'utilise aussi comme outil pour la formation. Donc, on va, nous, en tant qu'organisme de formation, venir utiliser dans notre action de formation cet outil pour le apprendre à apprendre, pour former
donc là de façon complètement transversale, hein, finalement, pas uniquement les développeurs web, mais bien tous les métiers auxquels on forme, comment en tant qu'apprenant, cet outil-là, les IA génératives, peuvent me servir à mieux apprendre, à davantage apprendre et à apprendre différemment. Et donc ça, c'est quelque chose qui se transpose derrière, évidemment, quel que soit le besoin de réalisation qui va m'être demandé sur mon poste de travail. Peut-être que je rétropédale un peu pour... du coup, à quoi on forme concrètement, quoi, finalement, sur ces deux niveaux, sur le niveau métier et sur plutôt le apprendre à apprendre. J'apprends rien à personne en disant qu'une IA générative, je fais des énormes raccourcis, vous m'excusez, c'est un modèle statistique, donc globalement, ça répond la réponse la plus probable. Et donc ça, on arrive à le faire très bien aujourd'hui, mais donc ça va engager donc des réponses parfois fausses, des faux positifs, des faux négatifs, les fameuses hallucinations. Avoir une IA qui répond une réponse correcte à tous les coups, ça, c'est une autre affaire. Donc finalement, ce à quoi on forme, c'est à demander quelque chose à l'IA. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup par le prompt engineering. On est d'accord que c'est probablement qu'une étape, que vous l'exprimiez, que demain, il n'y en aura plus besoin. Mais en tout cas, aujourd'hui, on leur apprend quand même à faire ça. Et puis, on les forme aussi à savoir identifier ces fameuses réponses fausses. À savoir du coup avoir un regard critique sur ce qui est répondu et comment est-ce que je peux moi dans mon activité professionnelle et dans mon activité d'apprenant, dans mon métier d'apprenant, être capable de venir challenger cette réponse. Et puis enfin, on leur apprend aussi, on va dire, les bonnes pratiques autour de l'usage de l'outil et ça implique une pratique sécurisée. Aujourd'hui, il y a des questionnements autour de la propriété intellectuelle, de ce qui est généré, de finalement, les informations que je vais communiquer à l'IA générative dans mon prompt, qu'est-ce qu'elle en fait, où elles partent, quelle est la nature de ces informations que je peux de façon sécurisée partager à l'IA ou pas, etc. Donc on a vraiment les trois volets, l'usage classique de je pose une question, j'obtiens une réponse, et puis derrière je challenge cette réponse, et puis ensuite quelles sont les bonnes pratiques finalement de cet outil. Et concrètement, alors là je rentre un peu dans le détail de notre formation, je vais aller vite là-dessus, mais concrètement où ça se loge, nous on a intégré un atelier dédié dans toute la partie d'introduction de nos formations, on appelle ça la prairie à Saint-Plon, mais c'est l'onboarding de la formation, c'est on lance les apprenants, on les met en action, et là-dedans on a désormais un atelier dédié sur les IA génératives avec ce double niveau de lecture, l'IA générative dans mon métier, l'IA générative pour m'aider à apprendre. Et donc cet atelier, il a été déployé en pilote, on a des résultats, on a procédé à une amélioration, et là on le lance finalement dans toutes nos formations. D'ailleurs, il y a une réunion en ce moment même à destination de tous les OPS de Saint-Plon pour s'approprier cet atelier. On avait pensé faire un duplex, mais c'était pas... Et le deuxième volet, c'est bien dans nos formations métiers de développeurs, et où là, pour le coup, on va faire un focus en fonction des enjeux. Et donc à Saint-Plon, on a... en partenariat avec Microsoft, une formation de développeurs en IA. Mais bien sûr, évidemment, dans cette formation-là, on a un focus très spécifique sur qu'est-ce qu'on fait avec de l'IA générative quand on est développeur en intelligence artificielle. Et donc là, je ne vais pas reprendre tout ce qui a déjà été dit sur les enjeux de qualité avec le testing, sur l'intégration d'API, sur transpiler du code d'un langage dans un autre. Enfin voilà, il y a plein d'applications. Et donc là, effectivement, on est vraiment dans le dur des apprentissages, mais toujours en tant qu'outil. Merci Mélanie. Arnaud Vanès, je voudrais ouvrir un petit peu au-delà du métier de développeur, vous écouter sur quels sont les impacts de l'IA et des IA génératives sur les autres métiers, en particulier dans un CHRU, quels sont les impacts et les liens entre les DSI, les équipes soignantes, qu'est-ce que vous pouvez observer comme impact au sens large de l'IA ? Je vais peut-être rebondir là sur les propos d'avant là sur le sujet qualité, parce qu'effectivement sur la santé, le sujet accuracy est super important parce que ça a un impact direct sur la qualité de ce qu'on fait. Et sur la partie santé, il n'y a aucun standard, aucun banc d'essai qui permet de claquer typiquement, je sais pas, par exemple quand on fait une solution de denoising où il y a un bout par exemple en médecine nucléaire où on va débruiter l'image pour avoir la même précision, mais qui va nous permettre, par exemple, d'injecter moins de produits irradiants. Il y a certaines solutions qui intègrent un bout d'IA générative à un moment. Et en fait, il n'y a aucun aucun standard qui existe pour claquer, savoir si c'est bon ou pas bon.
Donc ce sujet de quels vont être les bancs d'essai, quels vont être les standards qu'on va développer, c'est un sujet qui est devant nous, avec exactement ce que tu disais Jean-Paul. On arrive à faire la recette technique, et puis après, ce qui se passe pour le moment, c'est qu'on refait un essai clinique sur un autre banc de données pour regarder si ça marche pas, mais derrière, ne serait-ce que la méthode, avec des médecins de santé publique qui vont regarder quelle est la méthode qui doit nous permettre de regarder ça, c'est des gens qui sont que santé, donc ils ne vont pas avoir toute la partie, tous les travers qu'on peut avoir et tous les pièges qu'il y a du côté du développement. Et donc ça pose le sujet qui reste devant nous, et donc nous on réfléchit beaucoup aussi à quel est comment est-ce qu'on peut traiter le sujet d'interdisciplinarité qui se pose. Donc nous là par exemple on a répondu à un appel à projet lancé par l'Agence nationale pour la recherche sur les clusters IA. Donc on sait qu'on sera lauréat, on ne sait pas encore le montant de l'enveloppe, mais on sait qu'on sera lauréat. On l'a monté avec l'INRIA, avec l'Université de Strasbourg, l'Université de Lorraine. Et le gros point de notre dossier, c'est justement de développer ces compétences, de développer des formations IA plus X. Et donc typiquement quand on forme des développeurs, que ces développeurs puissent avoir une complémentarité. Donc on a trois dominantes dans notre dossier, dont la santé. Donc il puisse y avoir une formation sur la santé en complément, ou à l'inverse, des X plus IA où on a typiquement les cursus de médecine classique, et dans laquelle on met de l'IA, y compris de l'IA dure de type développement et tous les sujets qu'on a parlé. Et c'est vrai que tant qu'on n'a pas traité ce sujet d'interdisciplinarité, en fait on voit qu'on est freiné et dans un sens, c'est-à-dire tout ce qu'on peut développer de l'IA et l'appliquer à la santé, et dans l'autre sens, toutes les idées qu'ont nos médecins sur ce serait super intelligent de développer une IA pour faire tel truc, sur, je sais pas, quand on a tous les signaux d'un patient dans une réanimation, on sait que dans 1 heure il va décompenser, et donc on prépare les choses et on anticipe la décompensation, on essaie de prévenir. Tous ces sujets-là, c'est le sujet d'interdisciplinarité dans l'autre sens, où on a des médecins qui ont des idées, mais qui ne connaissent pas la manière de parler à des gens qui font de l'IA. Donc ça, c'est pour nous un enjeu qui est énorme. Après, bon, c'est sur la santé, tous les enjeux qu'on a dans tous les secteurs économiques, sur comment est-ce qu'on applique ça dans notre métier, dans un environnement de système d'information où on a aussi beaucoup d'obsolescence, parce que les éditeurs, donc là ça rejoint la discussion qu'on avait juste avant sur... on a des développements et on sait qu'on est au début d'une courbe, on ne sait pas si ce sera... du linéaire, de l'exponentiel, et il y a 1000 déterminants là-dessus, mais en tout cas on a la réalité du marché qui est des éditeurs qui s'adaptent lentement, et c'est vrai que nous c'est un changement complet en fait des compétences numériques au sein des hôpitaux, parce qu'on a accompagné tous les développements avec les Bring Your AI, où du coup des gens qui faisaient du développement eux-mêmes se retrouvent à plutôt intégrer des développements qui ont été faits par tel ou tel dans l'institution. Donc typiquement les sujets dont on a parlé sur la qualifier, recéter proprement, etc. On a tous les sujets de gérer l'environnement des systèmes d'information, parce que typiquement nous on fait beaucoup de robotisation logicielle à laquelle on rajoute une couche d'IA générative, et donc ça c'est pareil, ça augmente la transformation de pas mal de processus administratifs, des processus soignants, mais bon, on a toujours ce sujet de comment on l'intègre dans l'écosystème SI, et donc ça c'est clair qu'en termes d'évolution de toutes nos compétences numériques, c'est un chantier qui est énorme en termes de formation, en termes d'évolution de positionnement, de laisser du bac à sable pour qu'on puisse avoir laisser la créativité et puis explorer tous les cas d'usage, et puis en même temps administrer pour qu'on ait un écosystème qui soit suffisamment propre pour pouvoir évoluer correctement. Merci, le mot a été prononcé, le Bring Your Own AI, donc après le Bring Your Own Device. Maintenant tout le monde ou presque tout le monde a une fenêtre ouverte avec un Gemini, ChatGPT, Mistral AI ou autre pour l'assister dans son quotidien. Donc comment on gère ce Bring Your Own AI, quelles sont les vertus, les inconvénients? Jean-Claude Muller. Ouais. Alors le Bring Your Own AI, effectivement, c'était pour ceux qui sont un peu plus anciens, le Bring Your Own Device de 2013 à peu près, l'arrivée de l'iPhone. Dans le grand public. Donc en fait une technologie qui était très on va dire discrète sur la mobilité, les premiers palmes pour ceux qui ont des tempes blanches, qui ont eu des pistillets avec des palmes sur les field services. C'était super lent, c'était impossible à développer dessus, il n'y avait pas de réseau, mais c'était tellement mieux quand même que de refaire tout le papier, c'était le début quoi.
Et puis, en grand public, les smartphones arrivent. Et en fait, donc, il y a eu une grosse fracture entre ce que j'ai, moi, à titre privé, et ce que l'entreprise m'offre en termes de services. Le sujet du Bring Your Own Device, donc, pour rappel. Et donc, tout le monde est arrivé avec son iPhone, ses nouveaux Android, etc. Puis, comme l'entreprise, elle était prise de court, elle a offert, puis les budgets, les machins, donc elle a dit non, vous n'utilisez pas ça. Vous allez utiliser le Nokia 1030, je ne sais plus comment il s'appelait là, machin. Bon, c'était bien parce qu'on pouvait le laisser tomber du 12e étage, le truc il bougeait pas, mais c'était quand même vachement moins bien que l'iPhone. Et donc on a commencé à utiliser son iPhone privé pour des usages professionnels. Alors c'était les mails, puis après c'est pratique, on peut ouvrir PowerPoint parce qu'il y a maintenant il y a Office sur le mobile, puis ça a été Excel avec les forecasts, avec les budgets, et puis mince, on m'a volé mon téléphone, bref, bon, voilà. Donc c'était un énorme trou dans les sujets de sécurité, et puis ça a été même un sujet où ça a été même un sujet RH à un petit moment d'attractivité, c'est-à-dire qu'en fait nous on distribue des iPhones voilà, à nos salariés ou à notre force commerciale, etc. Bon bref, aujourd'hui on est à peu près sur le même schéma, hein. C'est-à-dire que tout le monde utilise, si tout le monde utilise des IA génératives sans le dire, déjà, voilà, à titre donc des IA génératives qu'on va considérer être privées, qui en sont sûrement pas en tout cas liées à l'entreprise. Et puis si l'entreprise, il faut voir que d'une manière générale, une DSI en général est gouvernée par un principe de tout ce qui n'est pas autorisé est interdit. Donc ça c'est quand même important à avoir en tête, sachant qu'on vit dans l'inverse, tout ce qui n'est pas interdit. Tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Heureusement, tant que c'est comme ça, c'est plutôt pas mal. Mais la DSI, c'est le contraire, c'est normal. Voilà. Donc en fait, ChatGPT et consorts, surtout au début, il y a eu des problèmes. Il était une autorité publique. Effectivement, les conversations au début d'OpenAI, côté OpenAI, ChatGPT côté OpenAI, utilisaient les conversations pour s'améliorer. C'était un service gratuit, c'était le lancement. Il n'y avait pas de trucs cachés. C'était écrit en gros en police 12, hein, c'était pas caché dans des terms and conditions en police 4. Mais ça n'a pas. Donc il y a eu les premiers, on va dire, scandales, entre guillemets. Et on s'est aperçu que c'était peut-être pas terrible. Et donc il fallait que les DSI réagissent. Bon, là c'était il y a à peu près 1 an. Ça n'a pas trop bougé. Mais quand même, il y a un grand mouvement de se dire, ok, il faut absolument qu'on offre à nos salariés, il faut qu'on interdise, il faut qu'on gouverne, il faut qu'on fasse quelque chose pour éviter les problématiques vis-à-vis de plateformes, parce qu'il n'y a pas que OpenAI en plus, hein, il y a les Perplexity, les machins, donc tout le monde utilise un peu tout, un peu n'importe comment, et donc de se dire il faut qu'on ramène et qu'on offre par contre le même service, au moins le même service, parce qu'on ne peut pas bloquer nos salariés dans un usage qu'ils ont et qui va de toute façon les augmenter, améliorer leur productivité, et sans passer directement sur des gammes comme Copilot, il y a de l'intermédiaire où pas mal d'entreprises aujourd'hui se dotent sur des environnements comme Azure, parce que c'est pour le coup c'est prévu, et donc il y a cette confiance déjà qui sont dans les entreprises sur les cloud providers, et donc il faut juste, entre guillemets, remettre les mêmes services qu'un ChatGPT, qu'un Perplexity, qu'un autre dans le périmètre de la DSI. Et ça, c'est un mouvement quand même qui s'accélère et où, encore une fois, l'avantage, on va dire, du travail qui est fait au point de vue architecture, infrastructure, plateforme et de cette rapidité d'implémentation que permet les IA génératives, permettent de rattraper un peu beaucoup plus vite qu'à l'époque du Bring Your Own Device, ou alors les premiers, c'était les Mobile Device Management, les MDM, avaient mis quand même un certain temps à arriver. Donc là, ça va beaucoup plus vite quand même. Merci, donc on va avoir un Mobile AI Management qui va arriver. Ça, exactement. C'est bien noté. C'est juste pour compléter juste un élément, parce que effectivement, on se l'aperçoit du coup, pardon, pour les développeurs spécifiquement, puisqu'on a un copilote qui s'appelle le GitHub Copilot, qui est le copilote dédié pour le développeur, et on se rend compte aujourd'hui que certaines organisations qui n'ont pas la solution entreprise de GitHub, les développeurs en fait mettent leur carte bleue pour avoir cette solution pour leur productivité personnelle. Et donc là, évidemment, ça pose plein de problèmes, mais c'était juste pour compléter qu'on le voit dans le métier du développeur avec une solution qui est la partie GitHub Copilot pour le développeur, où le développeur, une fois qu'il a commencé à jouer avec, il a envie de continuer sur ses
projet d'entreprise. Et donc là, évidemment, il faut le cadrer. Et on a plein de solutions pour le faire, mais ce n'était pas le but de tout de vendre ce truc-là. Mais on le voit vraiment pour le métier du développeur. Bah, pour le coup, là, je rebondis, c'est le dernier petit rebond. Pour moi, c'est le four à micro-ondes du développeur de Copilot. C'est le truc. Voilà, c'est ça, exactement. Non, mais c'est ça, c'est qu'en fait, quand les fours à micro-ondes sont arrivés, on se dit, ouais, c'est des trucs professionnels, etc. Bon, on va dire, ouais, est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir un truc qui va nous réchauffer le truc en 1 minute, etc. Bah, retirez tous les fours à micro-ondes que vous avez chez vous. Vous verrez, vous direz, ah ouais, c'était quand même pas mal. Donc, pour moi, c'est vraiment Je vais prendre la comparaison. Je prends la comparaison. En conclusion, avant de prendre des questions dans le public, je voudrais qu'on refasse un dernier petit tour de table sur un conseil que vous donneriez à un développeur qui est en poste. Comment il peut justement embrasser ce mouvement des IA et des IA génératives, et aussi quelqu'un qui se forme, qui veut devenir développeur. Voilà, un conseil que vous pourriez lui donner. Mélanie, je commence avec toi. Oui, merci. Un conseil. Alors déjà, je vais peut-être un peu... Enfin, pour moi, le premier conseil, c'est de ne pas faire de distinction entre les deux profils et de dire qu'en fait, que je sois un développeur en poste ou un développeur qui se forme, on a tout le monde espère que le développeur en poste est un développeur qui se forme. Donc voilà, hop, j'ai plus qu'un seul conseil à donner. Très bon point. Ça va reprendre ce que je disais tout à l'heure, de évidemment s'emparer de cet outil, mais de s'en emparer avec toute la prudence que ça implique d'utiliser, en particulier dans un contexte professionnel, un outil dont on ne maîtrise pas toutes les dimensions, quoi. Donc apprendre à l'utiliser, apprendre à identifier ces fameuses hallucinations, etc., avoir cette vigilance-là, et puis bien maîtriser les enjeux de sécurité et d'éthique qui sont sous-jacents à l'outil. Voilà, ça fait 3 conseils. Merci. Pierre ? Alors moi, ce que je dirais déjà, c'est que c'est indispensable de regarder ces technologies, de se les approprier. Et ce que je dirais surtout, et j'en profite parce qu'on l'a peut-être pas évoqué, il y a 2 manières d'utiliser les IA génératives aujourd'hui. Une manière pour nous aider à développer des applications qui n'en contiennent pas, et intégrer l'IA générative dans les applications. Donc j'en profite aussi pour lui dire attention, il y a bien 2 choses différentes, et en fonction de ce que tu fais, tu ne vas pas l'utiliser tout à fait de la même manière. Et enfin, ce que je dirais, c'est vois-le comme un outil aujourd'hui supplémentaire, comme une technologie. Et ce qui est important dans ton métier, c'est de prendre du recul par rapport à cette technologie. Un développeur junior commence toujours par la technologie. J'apprends un langage, j'apprends un framework, je développe avec. Ce qui fait la différence entre un développeur junior expérimenté, c'est cette capacité à prendre du recul, à comprendre comment on réalise un projet, une application, et à trouver la bonne technologie pour répondre aux bons besoins. Et l'IA générative fait partie de ces technologies qui répondent correctement à certaines choses et un peu moins à d'autres. Et donc du coup, il faut prendre du recul par rapport à ça. Merci. Arnaud ? Pour un développeur pris comme ça in abstracto, pour moi le sujet, l'exigence principale, c'est le qualité de vitesse, qualité, profondeur, et c'est clair que se souvenir toujours de à la fin mon boulot ça doit être de délivrer quelque chose de qualité, ça me paraît essentiel, et puis c'est valable pour quasiment tous les métiers. Et puis après, pour des développeurs qui sont intégrés dans un système, dans un écosystème qui est métier qui est particulier, de type la santé, c'est formation croisée, parce que c'est là où ça décuple énormément le potentiel de tous les développeurs. Moi, le conseil, c'est saisir l'opportunité. Enfin, c'est vraiment une énorme opportunité. Assez paradoxalement, je te disais qu'il y avait les experts qui allaient en profiter, en particulier les juniors. Peut-être il ne fallait pas les laisser sur le côté. À l'inverse, je pense qu'on est face à un vrai sujet d'uberisation du monde du développement. Mais là, je rejoins exactement ce que tu disais, c'est qu'en fait, ça permet à des gens d'élargir considérablement leur périmètre de capacité. C'est-à-dire que quelqu'un qui a une spécialité et qui a effectivement un petit développement, et alors c'est super pratique pour nous au sens large en termes de projet. C'est que des fois, c'est compliqué. Tu
disais, il y a une petite appli mobile à faire, un truc pas très compliqué. Alors il faut mobiliser quelqu'un dans une autre équipe ou alors une usine de développement mobile, etc. Bon, là, on se pose plus la question. Il va avoir son GitHub, il va être assisté pour ce petit développement et on va créer. C'est l'opportunité d'avoir que des moutons à 5 pattes partout. Donc ça, c'est quand même c'est le full stack development, full stack. Et l'opportunité, c'est aussi des opportunités de pivot. C'est-à-dire que aujourd'hui, on est dans un momentum de... Tout est possible. On a accès à toutes les informations, à toutes les formations, à tout. Il n'y a qu'un seul truc, c'est la motivation, l'envie. Et si on a ça, en fait, on va y arriver et on va rattraper, entre guillemets, le retard, entre guillemets, peut-être, ou quand on est junior, accélérer son niveau d'expérience assez rapidement. Donc, si on est motivé, c'est une énorme opportunité à saisir, quoi. Merci. Ce que je crois aujourd'hui, c'est que si on revient un petit peu en arrière, on est quasiment à moins d'1 an des IA génératives ou 1 an, donc on est vraiment au début. Donc ce que je crois, et un des conseils que je pourrais donner aux développeurs, c'est on est au début, je te rejoins, on ouvre une nouvelle porte. Et du coup, le conseil, c'est il faut garder cette curiosité. Parce que ce qui est vrai aujourd'hui, sans doute ne sera pas vrai demain. On a eu un débat avant de démarrer sur les petits modèles. Enfin, je ne vais pas revenir sur le débat, et c'est ça qui est extrêmement intéressant. Donc, il faut être curieux et pouvoir se remettre en cause sur des certitudes qu'on avait. Et pour avoir côtoyé beaucoup de développeurs, il y a un développeur qui va dire « Moi, pour faire ça, il faut utiliser ça et ça ». Il faut savoir revenir en arrière, potentiellement supprimer ce qu'on a fait parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient d'arriver. Et cette agilité, elle est extrêmement importante dans ce domaine, parce qu'encore une fois, on n'est qu'au début. Et je pense que si on refait cette table ronde l'année prochaine, on aura tous des certitudes qui auront changé. Et je pense que c'est bien. Et c'est ça qui fait, je trouve, avancer de manière très vite ce domaine-là. Avec plaisir pour le rendez-vous l'année prochaine. Je prends note. On a le temps pour quelques questions. Il y a des questions. Je vais passer mon micro. Bonjour, merci pour cette échange passionnant. Et je vais me permettre d'envoyer une petite remarque sur l'IA générative. Moi, j'ai le sentiment que l'IA générative existe depuis plus de 50 ans. Le premier langage de programmation logique, c'est Prolog, c'est 1972. Donc c'est quand même quelques années. Pour ma part, j'ai programmé dans ce langage de programmation il y a quelques années qui donnait des réponses sans hallucination à l'époque. Mais donc je vais arriver à ma question. À l'époque, en 95 ou 98, un des plus gros éléments, c'était pas de savoir si jamais on était capable d'écrire un programme, c'est de savoir quelle était la beauté du programme. Et la beauté du programme sur deux aspects, qui étaient l'usage de la puissance de l'ordinateur et l'usage de la mémoire. Et donc ma question, c'est par rapport au conseil que vous pouvez donner à un développeur, c'est quel est votre conseil sur la frugalité ? La frugalité, puisqu'aujourd'hui, on parle quand même beaucoup d'enjeux climatiques, de consommation énergétique. Et moi, j'ai le sentiment et l'inquiétude que ces IA génératives sont, pour deux raisons, ultra consommatrices d'énergie. Pour deux raisons, c'est qu'elles nécessitent des puissances de calcul absolument phénoménales et que la grande majorité des développeurs ne se posent même pas la question lorsqu'ils font une requête sur ChatGPT. Moi, à l'époque, en 98, on se posait la question de savoir si jamais on compilait à deux en même temps. Parce que quand on compilait à deux en même temps, on criait Babi dans la salle machine parce qu'on allait faire un baby-foot. Parce qu'il n'y avait plus de mécane. Donc aujourd'hui, si on continue à ce rythme-là, je sais pas pour rigoler, mais je suis très sérieux quand même. J'ai fait beaucoup de Babi. J'ai toujours été nul en Babi. Mais n'empêche que trop souvent, on faisait de la compilation à deux. Je ne suis pas certain que les développeurs aujourd'hui savent même ce que veut dire le terme compiler. Mais bref, donc quelle est votre perception sur les risques de consommation énergétique, sachant que j'ai cherché, j'ai pas trouvé ChatGPT à me donner la réponse, ni Google, quelle est la différence de consommation énergétique de ChatGPT versus mon cerveau, dont je sais que mon cerveau se nourrit de nourriture alimentaire qui, jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, ont la capacité. Le monde a la capacité à subvenir à notre énergie. Je ne suis pas certain que le monde ait la capacité à subvenir à notre énergie si on continue dans cet affolement de l'utilisation des IA génératives au sens large. Excusez-moi pour cette question un peu longue. Et voilà, la question. Merci.
Qui se lance? Qui se lance pour la réponse? Alors oui, effectivement, le sujet de la frugalité, c'est un vrai sujet. D'ailleurs, c'était un des sujets des débats juste avant sur est-ce qu'on peut appeler un langage à 7 milliards un small model. Oui, c'est vrai, mais alors c'est loin d'être nouveau. Depuis 15 ans, on met les surcouches. Il n'y a plus personne qui développe en assembleur. Il y a très peu de monde qui développe en C. Il y a encore moins, il y a un peu plus de monde qui développe en C++. Le .NET, le Java, Python tout court est un langage réputé pour être extrêmement consommateur parce qu'on est dans la couche de la surcouche de la surcouche. C'est effectivement vrai. On est dans un monde où, je vais reprendre encore une autre comparaison, je vais revenir sur les meubles. L'artisanat, c'est-à-dire qu'en fait, on quitte le monde de l'artisanat. Vous étiez artisan, et un bon artisan, dans un monde dans lequel on n'avait pas le choix d'être que dans l'artisanat. Et donc c'est le même phénomène que le luxe. Aujourd'hui, hier, parce qu'aujourd'hui on est sur un chemin qui va vers l'industrialisation. Et l'industrialisation consomme beaucoup plus que l'artisanat. Par contre, elle produit beaucoup plus, elle produit en masse. Et alors, hier, on n'avait pas le choix. Si on voulait avoir un meuble, il fallait demander à un menuisier de le couper, de le dire s'il était sur mesure, etc. Aujourd'hui, et ça coûtait cher. Aujourd'hui, on peut aller acheter une étagère dans un, je ne vais pas dire les marques, mais à 5 euros. L'étagère à 5 euros, on est d'accord, c'est de la... je ne dirais pas, mais en même temps, elle joue son rôle. Voilà. Donc en fait, l'étagère à 5 euros a consommé beaucoup plus d'énergie à être produite, et en plus elle est produite en masse, que le menuisier qui va faire son travail. Donc effectivement, on est sur une mutation, je pense, qui va vers de l'industrialisation. Et il est important, effectivement, je suis d'accord aussi, on ne fait pas assez attention à cette problématique de frugalité. C'est à nous, quand on fait du conseil, de réinjecter ce sujet-là. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que... donc ça, c'est pour moi assez inéluctable. Et on va avoir il y a toujours aujourd'hui des menuisiers qui vont travailler en faisant très attention, en ayant des critères très très compliqués de qualité, des critères très très compliqués de frugalité, puisque c'est un sujet qui quand même alors c'est pas le sujet de la table ronde là, mais c'est un sujet qui est très abordé, très souvent, et les géants du numérique ont une ligne directrice. Probablement je changerai la parole par rapport à ça, parce que tu auras des trucs à dire, mais c'est vrai que c'est assez inéluctable, et c'est à nous aussi d'être vigilants dans les usages. Combien de fois, et quand vous avez eu votre première Google Home, votre première Siri, vous avez posé 1000 questions complètement débiles parce que c'était rigolo. Voilà, c'est aussi ce genre d'usage, il faut faire gaffe. Et c'est vrai que ça fait partie, pour moi ça fait partie, et ça fait de plus en plus partie, et je crois probablement que ça fait partie des cursus de la pédagogie, de dire attention, entre les usages et l'éthique de l'IA, j'aime pas trop le terme éthique de l'IA, c'est l'éthique de l'usage de l'IA, et la partie de la consommation. Et puis derrière, heureusement pour tout le monde, il y a une problématique FinOps, c'est-à-dire que au bout du bout, on commence. Alors aujourd'hui, on fait attention à rien, parce qu'on y va, et on est plus dans... la première étape c'est mon avis, ça n'engage que moi, mais on est dans la première étape d'adoption, et on va très vite s'apercevoir qu'il y a plein de projets pour des raisons économiques, d'infrastructure, et derrière, comme c'est très lié heureusement, de consommation, il faut qu'on travaille sur l'optimisation. Mais malheureusement, la tendance informatique ne va quand même pas dans le bon sens depuis 20 ans, effectivement, où on empile les choses et on fait de moins en moins attention. Et d'ailleurs, je me faisais la remarque encore tous les jours, on a des machines de guerre en termes de PC, d'ordinateur, et on est toujours à ramer avec, désolé, mais PowerPoint et Word, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on regarde la mémoire, là où hier, ça prenait, je sais pas moi, 80 mégas, aujourd'hui, c'est 1 giga. Mais qu'est-ce que j'ai ouvert 2 PowerPoint, qu'est-ce qui se passe, quoi? Donc oui, il y a l'optimisation du développement informatique qui ne va pas dans le bon sens, parce qu'on est plutôt sur l'usine de dev avec de la qualité qui n'est pas forcément extraordinaire. Peut-être un mot sur les efforts quand même. Une petite dernière question et on va arrêter. Je vais juste répondre sur... Aujourd'hui, il y a une tendance qui est d'utiliser des modèles plus petits, parce qu'on se rend compte que dans les usages,
on est plutôt sur des scénarios qui sont ciblés. On est très peu sur des usages de modèles larges sur lesquels on va poser n'importe quoi comme question. Aujourd'hui, dans l'implémentation applicative, on est sur une application dans la santé. On va poser les questions de la santé parce qu'on ne veut pas des hallucinations ou on ne veut pas qu'ils répondent à la question pourquoi le ciel est bleu. Je suis dans un domaine médical, je veux contraindre le modèle. Donc ça, c'est quelque chose qui est aujourd'hui une tendance qui permet du coup de répondre à cette question de frugalité au petit modèle pour avoir le bon modèle pour le bon usage. Après, la réponse, là, je partage tout à fait ce qui était dit. On est aujourd'hui en train d'industrialiser ce métier du développement. J'avais un Palm Pilot, donc vous imaginez l'âge que j'ai. Il y a des choses qui ont quand même été modifiées, je pense, dans le bon sens pour la partie développement logiciel. Aujourd'hui, on a un certain nombre de services sur nos mobiles, si je prends cet exemple-là. On a la partie aussi cloud qui permet d'avoir des services qui vont être mutualisés, qui aujourd'hui sont moins consommateurs, que chaque entreprise va avoir son propre data center. Donc aujourd'hui, on a quand même un effet qui va dans cette direction et avec un enjeu climatique pour le coup pour des hyperscalers ou des éditeurs comme Microsoft qui ont été pris il y a quelques années, sur lequel on s'est engagé, on continue à s'engager là-dessus. Donc c'est une forme de réponse, c'est pas la meilleure réponse en tout cas à votre question, je pense, mais on essaye d'y répondre avec une forme de demande du marché qui est importante. Une demande, on est dans de l'industrie, on n'est pas une entreprise pro bono, mais on a aussi en tête ces enjeux climatiques sur lesquels on veut répondre. Donc on essaye quelque part de ménager ces technologies pour justement pouvoir répondre à tous ces enjeux, aussi bien business que écologiques. Merci. Mélanie, mot de la fin et après on va clôturer le panel. Merci. Juste très rapidement, ce sont des enjeux qu'on essaye de prendre en compte autant que possible dans la formation. Déjà à titre informatif en fait, déjà que les apprenants, que les futurs développeurs, que les futurs professionnels du numérique, ils aient conscience de tout ça. C'est le premier point. Et ça, c'est pareil, c'est dans toutes nos formations. Dans tous les ateliers de démarrage, on a un module sur le Green IT avec un focus du coup sur le Green AI quand on est sur les formations de développeurs en IA. Et puis en parallèle, on essaye de travailler, d'ailleurs ça fait vraiment partie là de notre roadmap de l'année, sur des certifications complémentaires qui vont permettre de former des professionnels qui vont être pour le coup en capacité d'agir pour avoir des techniques de développement qui sont le plus vertes possible. Et sur les IA génératives, alors sans rentrer dans trop de détails, à une époque, il fallait des datasets énormes. Le plus on avait de data, le plus on arrivait à avoir une IA performante. Aujourd'hui, maintenant, il y a des techniques qui, au contraire, disent qu'on va venir travailler sur on va pouvoir capitaliser sur l'existant. Il y a une façon de capitaliser sur l'existant pour venir spécifier finalement l'outil qu'on veut entraîner, avec lequel on veut travailler, de venir intégrer des datasets beaucoup plus petits et qui vont avoir du coup un impact écologique moindre. Donc en fait, il y a des compétences aussi techniques qui peuvent s'inscrire au service de ça et sur lesquelles on essaye de travailler à Saint-Pan pour venir former nos apprenants là-dessus. Merci beaucoup. Merci à tous. On va en rester là. Merci pour ces échanges passionnants. Et puis, on a rendez-vous donc l'année prochaine. Hein. C'est bien noté pour voir les évolutions dans le domaine. Avec plaisir. On ne sera pas loin s'il y a d'autres questions, mais là, il faut qu'on passe au panel suivant. Merci beaucoup. Merci.